Eh bien, merci à tous et à toutes de nous avoir rejoints pour cette dernière conférence de cette journée. On a eu l'occasion tout au long de la journée d'aborder le problème des transformations écologiques et de la formation, l'orientation, comment on pouvait faire. Il reste une dernière question, comment orienter vers les métiers et comment intégrer les enjeux écologiques dans les parcours. Alors aujourd'hui, avec moi, Zora Boukabous, vous êtes directrice de la REFI et vous pourrez nous expliquer tout à l'heure ce que font les missions locales en direction des jeunes. Denis Jorel, délégué régional pour l'OPCOEP. Pascal Chaumette, vous êtes le directeur de Diago Oriente. Et puis Enis Saoudi, vous êtes le directeur d'Avenir Actif. Alors peut-être poser la question tout de suite, c'est quoi Avenir Actif ? Merci. Bonjour à toutes et tous. Avenir Actif, c'est très simple. C'est donc l'opérateur privé défini par l'État concernant afin de dispenser le conseil en évolution professionnelle pour la région des Hauts-de-France. Donc vous connaissez aujourd'hui effectivement donc les missions locales, Cap Emploi, l'APEC et France Travail. Aujourd'hui effectivement donc un opérateur privé a été défini depuis quelques années. Donc je représente pour la région des Hauts-de-France Avenir Actif, qui est cet opérateur CEP. Donc le conseil en évolution professionnelle, qui est un dispositif qui s'adresse aux actifs occupés qui souhaitent soit se reconvertir, soit évoluer professionnellement. Dispositif simple, gratuit, confidentiel et personnalisé, tout simplement. Voilà, merci à vous. Puisqu'on se pose souvent la question, donc autant y répondre tout de suite. Merci beaucoup. Lorsqu'on parle d'orientation, notamment vers les métiers de l'écologie, encore faut-il un peu savoir de quoi on parle. Quel est votre rôle aux uns et aux autres, Zora ? Votre rôle et le rôle des missions locales et comment vous orientez les jeunes, comment vous travaillez avec les secteurs porteurs ? Alors, donc les missions locales, la REFI représente effectivement les 42 missions locales des Hauts-de-France. On a également dans le réseau, je le dis toujours, mais ça permet effectivement de poser un peu le cadre, les plis et les maisons de l'emploi. Pour ce qui concerne les jeunes, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, donc les missions locales, elles ont une mission de base qui est effectivement l'orientation, la définition de projets professionnels, et je le dis ici, parmi les actes professionnels qu'on recense, c'est la définition du projet professionnel et l'orientation qui compte le plus quand on comptabilise dans notre base les actes posés par les conseillers, les professionnels du réseau. Donc c'est le métier de base que de regarder avec le jeune quand on le rencontre dans quelle direction il veut aller, quel métier il veut faire. Et pour ce qui concerne les métiers de la transition écologique, ce qui est intéressant à noter, c'est effectivement un travail sur les représentations. Et je le disais tout à l'heure en aparté à Isabelle, la semaine dernière, quand on a assisté à la région au salon sur l'électromob, c'était extrêmement intéressant parce qu'on avait emmené 10 groupes de jeunes et sur tout le salon, il y avait effectivement des débats et quelques débats entre les jeunes eux-mêmes. Et tous ne mettent pas la même chose dans les métiers de la transition écologique, à savoir pour certains, par exemple, la voiture électrique, ça n'est pas écolo. Bon, parce qu'il résonne en termes de mobilité autre que la consommation de batterie pour la fabrication, la production nécessaire. Il faut se dire qu'il faut prendre les moyens collectifs, le train, le bus, etc., mais pas la voiture électrique. Vous voyez, donc il y a tout un débat sur la représentation qui fait que pour guider un jeune vers des métiers de la transition écologique, il faut déjà aussi discuter avec lui. Alors, pour ce qui concerne je dirais les orientations, nous, on est aussi dans une logique d'accompagnement global. Donc, ces métiers-là qui ont du sens et qui suscitent du débat parmi les jeunes, eh bien, ça suscite aussi du sens dans les missions qu'ils mettent et dans les activités, en tout cas, qu'ils mettent sur ces métiers-là. Et je pense que à chaque fois qu'on a un accompagnement de jeunes, dans la définition du projet professionnel, il est évident que ce débat-là fait partie des discussions qu'on a avec eux. Cependant, ce sont les conseillers qui sont en face des jeunes. Les conseillers eux-mêmes ont besoin aussi de travailler sur leur représentation. Et quand on travaille sur les métiers de la transition écologique, il ne faut pas uniquement travailler avec les jeunes. Pour ce qui nous concerne, nous, dans le réseau, on travaille aussi avec les professionnels parce qu'il faut aussi les faire évoluer et les accompagner pour qu'ils comprennent ce que sont ces métiers-là et ce qu'on fait au quotidien. Par exemple, pour donner des exemples précis,
Donc, nous, on travaille sur les immersions, par exemple, avec des organismes de formation qui ouvrent des plateaux techniques. Et donc, je ne vais pas citer les OF ici, parce que j'aurais peur d'en oublier. Et voilà. Et si j'en oublie, ça ne va pas. Donc, voilà. Donc, je ne citerai pas d'organismes de formation, mais on a plusieurs partenaires organismes de formation qui ont mis en place des plateaux techniques sur lesquels ils accueillent jeunes et professionnels, de manière à expliquer l'évolution des métiers. Alors nous, on est plutôt sur, je dirais, les métiers les plus courants, c'est-à-dire ceux qui se transforment. Les métiers déjà existants qui ont besoin d'une brique supplémentaire, ce qu'on appelle plus les métiers verdissants, que les métiers émergents et nouveaux métiers, en tout cas, de la transition écologique. Parce que vous en avez peut-être parlé dans d'autres ateliers, mais c'est vrai qu'il y a la distinction dans les métiers de la transition écologique, deux types de métiers. Les nouveaux métiers complètement verts, et puis les métiers verdissants qui existent déjà, par exemple, et qui se transforment, et qui ont besoin d'une brique de compétences complémentaires, mais qui sont des métiers préexistants. Donc on est plutôt en majorité sur ces métiers-là, et les organismes de formation souhaitent articuler bien évidemment ces compétences nouvelles avec les plateaux techniques, et donc ouvrent leurs plateaux techniques à la fois aux jeunes et aux professionnels. Et donc ça, c'est un exemple d'orientation. Le deuxième, ce sont les mises en situation professionnelle que vous connaissez, puisque la PMSMP, les périodes de mise en situation professionnelle, c'est toujours un sigle très très compliqué à prononcer. On les exploite aussi en entreprise, donc en coopération avec un certain nombre d'entreprises, et en particulier avec EDF, sur les stages, les découvertes de métiers avec des visites d'entreprise, des mises en situation professionnelle. Donc ça, c'est aussi un autre exemple possible d'aide à l'orientation. J'entends bien que ce sont des aides à l'orientation pour accompagner un jeune à se représenter et donc à s'orienter vers ces métiers-là. Merci pour ce premier témoignage. On reviendra un petit peu tout à l'heure. Pascal Chaumette, effectivement, quand on parle d'accompagnement à l'orientation, vous pouvez peut-être nous parler un petit peu de Diagoriente. Oui, alors Diagoriente, alors je vais être très proche du témoignage de Nabokabou, et je vais changer un peu mon angle de témoignage pour pouvoir vous parler plutôt de l'approche pédagogique du dispositif que porte Diagoriente. Alors Diagoriente, c'est une start-up d'État de la DGEFP, du ministère du Travail. Et la première intention de ce dispositif, ça n'est pas en fait de mettre entre les mains en fait une approche technocentrée qui dirigerait tous les usagers vers des opportunités de métiers en tension ou de métiers verts ou verdissants. S'il faut retenir une chose de l'approche de Diagoriente, c'est l'accompagnement, c'est-à-dire l'objectif, c'est de développer de l'agentivité des personnes, jeunes ou moins jeunes, avec un dispositif pédagogique qui est à côté du support technologique et qui permet aux personnes, notamment les plus fragilisées sur le front de l'emploi et des apprentissages, de se construire des choix d'orientation avec un niveau de paternité le plus élevé possible, et qui passe notamment par un certain nombre d'étapes. Nous, on a une doctrine pédagogique, c'est l'expérience accompagnée. L'idée est de faire vivre le plus rapidement possible aux personnes des situations, dans des contextes professionnels ou pas, pour qu'à partir de ces situations-là, elles puissent construire du sens, des valeurs, développer de la réflexivité sur les compétences qui sont mobilisées dans ces situations-là. Et ça passe par des immersions professionnelles. Et tout ça permet de déconstruire des stéréotypes sur des situations et des contextes professionnels, métallurgie, etc. Et permet aux personnes de développer des postures agentiques, actorielles, pour s'autoriser à aller vers tel ou tel métier, telle formation. Et donc, on a tout un parcours également usager et que la technologie nous permet de fabriquer. C'est-à-dire que quand on rentre, par exemple, des expériences personnelles, eh bien, la machine propose des activités, des compétences. Et là, on outille le processus réflexif pour que les personnes puissent être capables de mettre des mots sur des situations, donc personnelles, extra-professionnelles ou même professionnelles. Et on arrive à lier ces compétences à des métiers que nous, on va taguer métiers en tension, métiers verts, métiers de la transition générationnelle ou numérique. Et comme ça, donc, on a une ouverture
C'est jamais prédictif, c'est exploratoire. C'est-à-dire que les gens rentrent des compétences dans la machine et puis ils ont des propositions de métier, hein, pour vous dire les choses simplement. Et le fait d'explorer les choses permet de pouvoir faire du lien entre ces expériences perso. Et puis là, vous voyez par exemple une interface où au milieu, vous avez des expériences de jardinage, de stages sportifs, d'emploi libre-service. La machine, elle a proposé des compétences, ça s'est fait avant. Et quand on coche sur la gauche les compétences qui nous parlent le plus, qu'on a envie de retrouver dans son métier, dans ses perspectives professionnelles, on a à droite, vous voyez, des pistes métiers. Et vous pouvez passer la slide suivante. Voilà. Et puis à partir de ça, on a une fiche. Alors là, par exemple, instrumentiste sur analyseur automatique, ça viendrait à peu de gens, sauf ceux qui sont du secteur, de nommer ce métier-là. Mais nous, on le pousse comme une étape exploratoire, et puis on peut même voir des immersions, parce qu'on est branché sur Immersion Facile, qui géolocalise des offres d'immersion facilitée totalement dématérialisées, et ça permet aux personnes donc, de vivre la situation avant même que de valider en fait, un choix d'orientation. Donc ça, c'est très intéressant, et là, c'est vraiment le numérique qui nous permet de faire ça, mais l'accompagnement global, comme vous le disiez, est absolument fondamental dans la fabrication du choix d'aller vers tel ou tel métier et telle situation professionnelle. Merci beaucoup. Et du coup, est-ce qu'il y a une mise en avant toute particulière des métiers dits de la transition écologique ? On fait un travail d'analyse en fait, de rapport PMQ, de progressive métier qualification. On a une machine IA qui analyse la sémantique. On a des gens aussi derrière qui analysent les métiers nouveaux, verdissants. C'est un très lourd travail. Et donc on collecte de la donnée et puis on le traduit en compétences qu'on alimente. On alimente le ROM 4 de Pôle emploi et on fait un aller-retour avec ces nouveaux métiers. Ça nous permet de faire des fiches et puis de mettre en lien justement ce que les gens ont mis comme expérience et les compétences qui sont visées ou attendues par rapport à certains métiers. Donc, autrement dit, pour le dire simple, je ne sais pas si c'était clair, on tag des métiers pour permettre aux gens en fait, de trouver aussi des pistes d'orientation vers des métiers de la transition. Merci beaucoup. Du côté de l'accompagnement des salariés, Enis Saoudi, il y a un accompagnement donc, qui se fait, que tu as expliqué tout à l'heure, auprès des salariés via le CEP. Cette dimension par rapport à la transition écologique, elle est présente, vous la rencontrez souvent ou... Alors, pour remettre dans le contexte, 2021, crise du Covid. Effectivement, pas mal de changements au niveau des réflexions des bénéficiaires qu'on accompagne. Beaucoup de personnes sont venues nous solliciter. Pour info, pour remettre dans le contexte, le CEP Avenir Actif, effectivement, c'est quasiment plus de 15 000 personnes suivies dans la région des Hauts-de-France chaque année. Donc voilà, donc, en termes de panel, c'est plutôt intéressant. On a 50% de personnes qui viennent pour de la reconversion professionnelle, 50% qui viennent pour de l'évolution professionnelle. Depuis 2021, effectivement, cette quête de sens qui est apparue du jour au lendemain, effectivement, est apparue. On s'est retrouvé comme ça du jour au lendemain avec des personnes qui disent je veux changer de métier pour donner du sens à mon travail. Avec effectivement avec certaines aspérités, notamment cette notion de transition écologique qui est arrivée. Donc effectivement, certaines notions pour lesquelles il a fallu s'adapter, notamment effectivement nos équipes, parce qu'aujourd'hui effectivement le conseil en évolution professionnelle est un conseil, donc c'est-à-dire qu'on est là pour accompagner et co-construire un projet professionnel avec un salarié. Il a fallu donc professionnaliser les équipes, il a fallu accompagner les salariés qui venaient en touchant un mot, effectivement, donc en disant voilà, je veux servir à quelque chose dans la société, pour résumer vulgairement. La notion de transition écologique apparaissait souvent. On a la chance, nous, d'être central parmi tous les outils qu'on a. Alors, c'est pas péjoratif, mais aujourd'hui, tous les interlocuteurs en fait, qui sont présents aujourd'hui et qui l'ont été pendant tout l'événement sont en fait nos outils pour effectivement permettre de co-construire et d'accompagner le salarié en fait pendant son projet de reconversion professionnelle ou d'évolution professionnelle. On parlait de Diagoriant, effectivement aujourd'hui. Diagoriant, c'est un outil qu'on va utiliser dans l'identification des compétences, dans les fiches métiers, ce genre de choses, effectivement, quand quelqu'un vient en disant je suis intéressé par telle chose, voilà. Effectivement, les conseillers sont outillés avec des outils, notamment via Diagoriant. On parlera des OPCO, effectivement, après, qui nous aident énormément dans la descente d'informations. Effectivement, aujourd'hui, on est là pour centraliser, récupérer toutes les informations de nos partenaires, aujourd'hui, qui sont là pour professionnaliser nos équipes. À REFI, effectivement, on a les mêmes missions, sauf qu'on a un public différent, mais on a les mêmes missions qui sont tout simplement de construire un projet avec nous, des salariés, qui sont déjà en place. Mais oui, effectivement, aujourd'hui,
on a vu une évolution dans l'accompagnement des salariés sur le thème de la transition écologique. On la vit encore pleinement. Alors, je vais faire un petit peu le rabat-joie. Il y a un premier rendez-vous, effectivement, qui est je veux changer de vie, je remets en question ma carrière. Il y a ensuite ce qu'on appelle les PMSMP, les immersions d'entreprise. Il y a la confrontation à la vraie vie, pardon. Et malheureusement, ce sont des projets qui n'aboutissent pas souvent. Clairement, voilà, aujourd'hui, dans toutes les personnes qui souhaitent effectivement évoluer dans les métiers de la transition écologique et les personnes qui évoluent vers ces métiers-là, on a souvent, alors des échecs non, parce que c'est des étapes qui permettent effectivement d'évoluer personnellement, mais on a des personnes effectivement qui remettent leur projet à plus tard, mais qui au moins font les démarches de se renseigner, font les démarches effectivement intellectuellement de se renseigner sur ces métiers-là, qui en parlent autour d'eux et qui à terme effectivement donneront des retours beaucoup plus positifs au niveau des évolutions ou des reconversions professionnelles. C'est vrai que le moment du Covid a suscité beaucoup. Mais peut-être qu'on n'a pas toujours une bonne vision des métiers et de cette dimension écologique. L'OPCOEP, Denis, a des missions particulières pour accompagner les entreprises. Oui, tout à fait. Merci Isabelle. Et puis, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors pour les OPCO, en fait, pour revenir sur quelle est notre légitimité à intervenir sur la transition écologique, donc c'est la loi climat de 2021 qui a confié une nouvelle mission aux OPCO. Donc il y a 11 OPCO en fait sur le territoire national. Je salue Sandrine Vernière d'Uniformation, voilà, pour assurer la gestion et le développement des compétences des salariés d'entreprise, dont l'alternance. Donc c'est à peu près un peu plus de 20 millions de salariés du secteur privé, hein, puisqu'on est sur le secteur privé, hein, secteur public relève du CNFPT. Donc on a cette mission confiée par la loi climat, d'une part d'informer, de sensibiliser sur les enjeux de la transition écologique de nos branches professionnelles, puisqu'on n'existe que parce que des branches professionnelles nous ont désignés, d'accompagner ensuite ces branches professionnelles sur ces enjeux-là, pour traduire ces enjeux en plan d'action, en plan stratégique de branche, et ensuite, in fine, puisque nous sommes sur le réseau de proximité en Hauts-de-France, de traduire ces orientations de branches professionnelles au plus près du terrain, c'est-à-dire dans les entreprises, sur ces enjeux-là. Donc on a, depuis un peu plus d'1 an, on a eu un dispositif d'État qui s'appelle l'EDEC, Engagement, Développement, Emploi, Compétences, donc un financement d'État pour traduire ces enjeux en notes d'analyse par branche. Hein, vous comprenez bien que 54 branches, c'est la diversité des branches, mais sur cet enjeu de transition écologique, on a des thèmes finalement transverses à toutes ces branches. Donc le thème des nouveaux métiers, c'est plutôt des nouvelles compétences qui vont se trouver infusées dans toutes les branches, avec, pour ces analyses, 4 grandes thématiques que sont le climat, avec les questions de dérèglement climatique, d'impact de la production, de qualité, sur l'énergie, qui est un gros sujet également pour nos entreprises, avec la question du froid, de les climatisation, du froid alimentaire, sur la biodiversité également, avec la question de la ressource en eau, des questions de la chaleur, la question des gestions des espaces, et puis la question également des déchets et de la circularité, avec les obligations de réduction, réemploi des déchets, la loi anti-gaspi, la fin des emballages, voilà, un certain nombre de... Donc en fait, on est sur un enjeu sociétal qui s'impose à nos branches et à nos entreprises, et là, on doit l'intégrer, quels que soient, je dirais, les métiers, sur ces nouvelles compétences. Alors, je vais peut-être le traduire sur une branche. Donc ces analyses, vous pouvez les télécharger, hein, ces analyses d'impact. Alors j'en ai sorti une, c'est pas bien, mais c'est sur du papier recyclé, je vous rassure. Voilà. C'est très intéressant. Donc vous prenez par exemple la boulangerie. Donc l'analyse d'impact a été faite jusqu'à l'évolution des compétences et la cartographie des métiers. Donc on a des choses relativement précises. Par exemple, sur la boulangerie, on peut avoir au niveau de la direction, c'est quels sont les choix des directions en termes d'approvisionnement, privilégier les circuits courts, les achats, quel est le système de management mis en place pour la transition écologique, la RSE. Au niveau de la production, ça va être sur les procédés de panification ou de recettes snacking, valoriser aussi les invendus.
Au niveau des vendeurs, ça va être sur l'impact, ça va être valoriser les actions mises en place par le commerce pour la réduction des emballages, le système mis en place de proximité, en quoi voilà, je me fournis au niveau du local, la traçabilité sur les déchets, les labels anti-gaspi, etc. Voilà. Donc ça, en fait, ces analyses, vous allez les retrouver, enfin, en ce qui concerne pour le coop, sur l'ensemble de nos 54 branches. Donc je vous invite, en fonction des secteurs d'évolution, si vous êtes intéressé, à aller regarder un petit peu plus près quel est l'impact. Mais de toute façon, l'enjeu il est sociétal et s'impose, quels que soient les métiers à nous. Et effectivement, tous les métiers sont concernés. Enfin, on se rend très vite compte, effectivement, à la richesse de vos études d'impact, que tout le monde est concerné d'une façon ou d'une autre. Et du coup, vous accompagnez et les entreprises, et bien sûr les formations des salariés, mais par des actions diverses et variées. Concrètement, comment faites-vous ? Alors, en général, ça démarre toujours. Alors, on a un outil qui s'appelle le pré-diagnostic transition écologique. Ça passe toujours par comprendre et analyser, je veux dire, aller faire un état des lieux de l'entreprise. Donc, il y a un premier travail qui est mené. On peut aussi diligenter, nous, la capacité à faire travailler aussi des diagnostics beaucoup plus prononcés par des consultants. Et puis, évidemment, on travaille aussi avec nos partenaires. Ça peut être la BPI, ça peut être l'ADEME, ça peut être les consulaires aussi qui font des diagnostics sur la transition écologique. Et ensuite, effectivement, la mise en place de plans d'action. Alors, sur l'emploi et les compétences, évidemment, on a initié, d'ailleurs, qui va se déployer à partir de début 2025, un parcours spécifique pour accompagner les transitions, les compétences des salariés dans les transitions écologiques. Donc ça va se mettre en place. Notre objectif aussi, c'est de sensibiliser nos entreprises. Donc on a sur 2024, on a démarré jusqu'en 2025 toute une série de webinaires où là, l'idée, c'est d'expliquer en fait comment on peut accompagner les entreprises, mais aussi des témoignages. Donc on fait témoigner les entreprises qui se sont embarquées. Voilà pourquoi elles se sont embarquées dans la transition écologique, quels ont été les écueils, quels ont été les points positifs. Donc on a beaucoup de témoignages pour essayer de faire un petit peu de tâche d'huile, parce que on a encore parfois un regard un peu dur concernant la transition et qui est vécu comme une contrainte. Mais la transition écologique, ça peut être aussi une opportunité. Voilà, pour peut-être capter de nouveaux marchés, communiquer différemment. Et puis c'est aussi cet enjeu sociétal que j'évoquais au départ. Ah, effectivement, il y a plein de vidéos de témoignages qui sont très très bien faites, qui sont accessibles hein, sans aucun souci. Voilà, il n'y a pas à s'enregistrer ou autre. On peut avoir directement accès avec des témoignages très très concrets sur comment on peut aborder cette transition effectivement. Zora, il y a des partenariats avec des entreprises aussi. Tu l'as dit avec EDF, mais je pense que plus largement encore, vous êtes amené à mener des actions, je pense, aux métiers de l'industrie et autres qui ne sont pas forcément classés du côté de l'écologie. Et pourtant, tu as en tête quelques actions comme ça qui ont pu se dérouler? On a été très contributif dans le cadre du plan Marshall Industrie, ou Industrie Marshall, je ne sais pas dans quel sens ça marche, où effectivement on a mobilisé les missions locales autour d'un certain nombre d'événements, hein, de salons, sur la transformation des métiers de l'industrie. Là, on essaye, par exemple, je le disais tout à l'heure, avec le PR, d'anticiper les besoins justement en emploi et d'accompagner les jeunes sur ces métiers-là, en tout cas de l'électricité, mais en tout cas de l'électricité verte. Voilà. Ça, c'est une entreprise. Après, l'identité des entreprises, je dois avouer que je ne l'ai pas noté, mais vous connaissez notre engagement à travers du plan Marshall. Moi, je pense qu'il faut dire aussi, effectivement, comme l'ont dit mes camarades, que les enjeux sociétaux qu'entraîne et qu'embarque la transformation des métiers déjà existants est un élément fondamental, en tout cas, dans la représentation que se font les jeunes de leur avenir.
et de la place de leur avenir. Et nous, je vois bien qu'il y a des missions locales qui ont déjà anticipé en mettant en place des ateliers collectifs. Je pense à celle de Douai qui a été très contributive d'ailleurs à Résonance, et des ateliers collectifs. C'était hier. Hein. Voilà, c'était hier avec Audicité, ouais, qui impliquait à la fois des jeunes et des professionnels. Et donc, elle monte des ateliers collectifs pour présenter l'évolution des métiers, de la transition écologique, et puis en plus, en mettant aussi à disposition des jeunes des événements plus ludiques en réalité virtuelle, avec les casques, avec des démonstrateurs. Il y a Maubeuge qui l'a fait aussi, Calais qui l'a fait aussi, donc avec la fabrique du Calaisie. Je regarde ce qu'on a pu faire aussi, nous, sur le terrain, en particulier la mission locale de Lille, qui a mené une étude aussi prospective sur les besoins des acteurs du territoire, avec un plan d'action, avec des fiches projets. Ça aboutit à des actions de sensibilisation aussi des jeunes sur le territoire lillois, la mobilisation et la formation aussi de ces jeunes en lien avec les OF, comme je le disais tout à l'heure. Et cette mission locale-là, elle fait aussi partie des ETR, des fameuses écoles de la transition écologique en France, puisqu'il y en a 19 des ETR. Donc elle est impliquée dans le réseau des ETR et elle est très engagée, comme d'autres missions locales de la métropole, celle de Tourcoing que je cite, qui, avec la MEL, avait un financement d'un conseiller pour aller voir les entreprises du territoire, ouvrir les portes avec les entreprises du territoire de la mission locale de Tourcoing-Vallée de la Lys, identifier les métiers effectivement qui évoluent vers des métiers verdissants et revenir à la mission locale pour sensibiliser les jeunes et les accompagner. Donc c'est un lien, je dirais, quotidien. Ce n'est pas uniquement des one-shots. Alors il y a des grosses opérations régionales auxquelles effectivement on s'adosse. Et au quotidien, il y a des opérations portes ouvertes. La mission locale de Clermont, on a accompagné d'ailleurs en septembre là, de cette année les PRIF qui ont monté un certain nombre d'actions avec les entreprises sur la mobilisation de la formation sur l'industrie. Clermont, elle a fait pas mal de choses. Voilà, elle a organisé des visites d'entreprises de l'agroalimentaire au mois de novembre, des masterclass à destination des professionnels, avec un focus sur la maintenance industrielle, bon, dans le cadre du plan Marshall, je le disais, et ensuite dans le cadre de la semaine de l'industrie qui s'est tenue fin novembre également. La mission locale de Lens sur le bassin minier a monté un forum qui s'appelle Osons nos talents, qui a testé directement au moment du forum, qui a mis en place des exercices de test d'ailleurs pour vérifier la sensibilité des jeunes à cette problématique de l'écologie et les professionnels, donc autour de l'alimentation durable, la mobilité électrique, la transition énergétique, la rénovation thermique des bâtiments. Voilà. Donc l'idée, c'est de donner à tous des informations pour bien s'orienter vers ces nouveaux métiers. Alors est-ce qu'il y a une attente des jeunes particulièrement vers les métiers de l'écologie, ou est-ce que c'est plutôt un devoir devant l'urgence écologique que d'informer, d'essayer de sensibiliser, d'essayer d'orienter vers ces métiers-là ou de prendre en compte ces problématiques? Alors, une attente ou un besoin, je pense que ce n'est pas tant comme ça que ça s'exprime, ou en tout cas moi que je l'exprimerais ou le définirais. C'est plutôt le sens que ça dégage. Et c'est vrai que pour les jeunes, les générations, la jeunesse en tout cas, et le sens qu'elles veulent donner à leur citoyenneté, puisqu'une mission locale, ce n'est pas un organisme de placement, c'est une mission locale, ça accompagne à l'autonomie citoyenne un jeune. Voilà, donc avec l'ensemble de la palette de cette autonomie dite citoyenne. Donc ça y contribue fortement. Si vous lisez le rapport du COJ qui a un rapport très conséquent et tout à fait intéressant sur ces métiers-là, il y a eu la création spécifique de services civiques liés à l'écologie avec un objectif de 50 000, ou alors le chiffre exact, c'est le nombre de services civiques à terme. Il est très très important.
Bon, 50 000, je crois, à terme. Donc, il y a un engagement dans cette direction à destination des jeunes qui est très important. Alors, les jeunes n'attendent pas, ils ont envie de donner un sens à leur vie. Et donc, forcément, quand on met en place des ateliers collectifs sur la représentation qu'ils ont de ces métiers-là, sur l'évolution des métiers, évidemment, ils sont plus sexy que quand on parle de la rénovation énergétique, par exemple, dans le bâtiment. Eh ben, ça donne une connotation plus citoyenne et forcément probablement plus attractive pour eux. Et c'est même plus facilitant pour les professionnels des missions locales de les embarquer sur des métiers où on disait avant dans le bâtiment et puis personne qui veut y aller. Je trouve que la manière de le présenter avec cette évolution entre guillemets verdissante, elle est beaucoup plus sexy que ça ne l'était hier quand on présente des métiers plus classiques, je dirais. Ça donne une autre dimension. Du côté des entreprises, c'est un peu pareil. Il y a un message à faire passer, très clairement. Le message à faire passer, ça s'impose, je dirais, aux entreprises, parce que c'est une histoire un peu de survie, finalement. D'une part, par les réglementations. Alors, je parlais des métiers. Je peux prendre, par exemple, la promotion immobilière ou l'immobilier. Ils ont cartographié les compétences. Alors, il faut connaître DPE, la loi climat, les audits énergie, l'économie circulaire, l'impact sur... Bref, et vous regardez, oui, il y a énormément, de par les textes, de par le juridique, qui s'impose. Donc les entreprises, elles n'ont pas le choix de dire c'est optionnel ou pas. Soit je réponds au cahier des charges, soit j'y réponds pas. Si je ne réponds pas, je m'exclus. Bon, donc au-delà de ça, les pouvoirs publics intègrent de plus en plus dans les appels d'offres la notion de RSE, transition. Donc là aussi, l'entreprise va s'exclure. Donc c'était Frédéric Motte qui évoquait le sujet en REV 3. Il dit de toute façon, demain, il y aura celles qui seront REV 3 ou transition écologique. Et puis les autres qui vont disparaître à terme. On ne peut pas se couper. Donc c'est un enjeu fort du côté des compétences des entreprises. Oui, c'est avec un vital. Changement parfois assez important dans les compétences. Pour reprendre l'exemple de l'immobilier, on part plutôt sur des compétences juridiques que commerciales, comme on pouvait avoir un petit peu plus avant. Oui. Après, dans l'immobilier, il y a beaucoup de choses. Je veux dire, entre les gestionnaires, il y a les syndics, les gestionnaires de résidence, les transactionnaires, etc. Donc on peut tirer la ficelle et là regarder toutes les compétences qui sont nécessaires. Mais je pense que tous les métiers, sur l'écosystème rien que des immobiliers, tous les métiers, toutes les compétences et tous les emplois sont impactés de toute façon. Ouais, de par les textes et de par un petit peu les obligations qui s'imposent aux entreprises. Voilà. Ça, c'est un exemple. Mais c'est vrai qu'on avait discuté un petit peu tous les deux, on avait cité pas mal d'exemples et effectivement, on est sur une toile verte un petit peu... pratiquement sur tous les métiers, d'une façon ou d'une autre, et sur des petites structures pour qui ça a un impact vraiment primordial. Voilà. Et j'ai omis tout à l'heure d'évoquer, donc on a aussi pour les OPCO ce qu'on appelle le Fonds national pour l'emploi, donc qui est un dispositif de financement de l'État qui passe par les OPCO, et qui permet de financer notamment des projets d'entreprise qui sont liés à des mutations, dont celle de la transition écologique. Donc là, pour 2024, là, les enveloppes s'arrêtent, mais on a bon espoir que ça se relance pour 2025. Donc c'est un dispositif très intéressant qui permet de financer les compétences des entreprises qui ont des projets de mutation, dont la transition écologique. Effectivement, c'est important. Quand je vous entends les uns et les autres dans l'accompagnement de vos publics, ça passe par des conseillers, tout ça. Ça pose quand même une vraie question sur la compétence de ces conseillers et comment on aide ces conseillers à appréhender tous ces changements, tous azimuts. Enis, comment ça se passe chez Avenir Actif ? Alors, vous l'aurez compris, par rapport à notre positionnement, nous, c'est simple, on est à la fin. On est en bout de chaîne, tout simplement. Effectivement, avec le salarié, il y a un gros, énorme travail qui est réalisé en amont par les OPCO et les branches. Voilà, il y a un gros travail, effectivement, qui est réalisé en amont. Notre priorité chez nous, effectivement, en tant qu'opérateur conseiller en évolution professionnelle, conseiller en évolution professionnelle, c'est la professionnalisation des conseillers. Avant toute chose, c'est professionnaliser nos équipes. Aujourd'hui, effectivement, sur la région, on a 40 agences, 50 conseillers répartis sur toute la région des Hauts-de-France. On ne peut pas accompagner et conseiller un public si on ne maîtrise pas effectivement les sujets.
tout simplement. Donc la priorité, c'est la professionnalisation des équipes. On passe en moyenne plus de 2 heures par semaine à professionnaliser les équipes. Aujourd'hui, voilà, vous faites 50 conseillers x 2 par semaine. Voilà, c'est assez rapide. Les étapes de professionnalisation, c'est simple, hein, ça va être des temps d'échange effectivement avec nos partenaires. Donc on a aussi une cellule de partenariat qui est assez active, donc ce qui fait qu'on a quand même beaucoup de partenariats. On va faire des webinaires, on va faire des temps d'échange, on va faire des rencontres, on va faire énormément de choses qui vont permettre de professionnaliser les équipes, d'assimiler toutes ces informations pour ensuite effectivement pouvoir accompagner et répondre effectivement à toutes les demandes et sollicitations des bénéficiaires. Par contre, attention, on n'a pas la science infuse. On est généraliste effectivement là où d'autres sont spécialistes. C'est-à-dire que notre job va être effectivement de rediriger et d'accompagner les bénéficiaires vers les bons interlocuteurs à certains moments. Aujourd'hui, effectivement, ça va être aussi de trouver la bonne ressource. Voilà, vous avez une question. Dans la jungle administrative, effectivement, aujourd'hui, qu'est-ce qui va me permettre de trouver les bons éléments, les bonnes ressources? Aujourd'hui, c'est savoir utiliser les bons outils au bon moment, savoir utiliser les bons outils, les bons interlocuteurs au bon moment. Notre job aujourd'hui, c'est ça. Donc ça commence... Alors, le bénéficiaire, rassurez-vous, on ne l'oublie pas, parce que c'est quand même la finalité. Mais la priorité, effectivement, chez nous, c'est de professionnaliser les équipes qui vont ensuite permettre vraiment une meilleure assimilation, effectivement, du sujet par les bénéficiaires, tout simplement. Alors, du coup, les 2 heures par semaine, c'est du temps sanctuarisé dans leurs agendas bien définis. Minimum 2 heures. J'aurais dû commencer par ça. Minimum 2 heures. Non, c'est un engagement qu'on a pris, effectivement, qu'on a pris avec France Compétences, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde qui évolue énormément, et entre le 2 janvier 2020 où on a commencé et aujourd'hui, énormément de choses ont changé. Donc on ne peut pas se permettre de rester sur nos acquis. Donc effectivement, le monde évolue. On a une loi qui sort tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, si je ne me trompe pas. Mais voilà, on a besoin de s'adapter par rapport à tout ça, on a besoin d'être réactif. On a un public qui est de plus en plus exigeant, effectivement. Nous, c'est des salariés, donc c'est des personnes qui sont déjà en poste, donc qui ont le luxe et le confort, effectivement, de pouvoir être plus exigeants parce que, voilà, ils sont déjà en poste, donc on est là quand même pour sécuriser leur parcours. Mais effectivement, on est sur cette professionnalisation qui est un axe de priorité pour nous, je le répète, et ça restera au fur et à mesure. S'il faut passer à 3 heures, on passera à 3 heures minimum. Mais voilà, aujourd'hui, effectivement, on est là pour redescendre et pour travailler tout le travail qui était fait. Il y en a qui sont prêts à passer à 3 heures. Non, mais je parlais de la cellule, effectivement, de partenariat qui est assez active chez nous. Mais voilà, effectivement, on a une personne en charge des partenariats, en l'occurrence Marion, qui fait un gros travail de rencontre avec tous les acteurs de la région. C'est énorme, vous le savez très très bien. C'est énorme, effectivement, et de savoir ce que chacun va pouvoir nous apporter, ce qu'on va pouvoir apporter à chaque interlocuteur, de manière à s'auto-alimenter et à s'alimenter les uns les autres pour avoir les bons interlocuteurs au bon moment, tout simplement, pour notre bénéficiaire. Donc travailler en réseau avec les autres partenaires. Même chose pour les missions locales, je présume. Oui, absolument. Alors les 3 heures, je ne sais pas, mais en tout cas, le réseau, le partenariat, c'est important. Alors il y a plusieurs niveaux effectivement de formation des professionnels. Le premier, c'est la même chose que pour les jeunes, c'est-à-dire de la sensibilisation, de l'information, par les visites d'entreprise, par aussi les casques virtuels. Ça, c'est le premier niveau d'information, je dirais, basique. Le second, c'est que nous, on a conçu aussi pour le réseau un outil de diagnostic territorial, à savoir chaque mission locale aujourd'hui, de manière assez automatique, on a fabriqué une maquette qui leur permet chaque année de mettre à jour l'ensemble des informations qui leur permettent de poser un diagnostic avec leurs partenaires sur les territoires, à la fois sur un diagnostic socio-économique, mais aussi sur les emplois et les métiers porteurs, les filières qui se dégagent, et à partir de là, discuter avec les partenaires et les entreprises de leur territoire, qui va leur permettre de se nourrir pour qualifier les orientations qu'elles vont pouvoir proposer aux jeunes. Donc ça, c'est, je dirais, le deuxième niveau de travail et de formation, entre guillemets, des professionnels. Le troisième, il est plus formel. C'est qu'à la REFI, on gère le PRF, c'est-à-dire le programme régional de formation des salariés du réseau. Donc mission locale, PLI, maison de l'emploi, l'ensemble des salariés ont accès au PRF. Et donc on bâtit de toutes pièces ce programme régional de formation à destination des professionnels en fonction de l'actualité, du contexte et des besoins qui sont remontés par les salariés eux-mêmes. Et donc là, on est en train de fabriquer celui 2025-26, parce que comme on nous soumet au Code des marchés publics, évidemment, Uniformation nous dit pour vous faciliter, au lieu de le faire annuellement, vous allez le faire tous les 2 ans.
Merci. Donc, nous le fabriquons là pour les 2 années à venir. Et dans le cadre du PRF, donc on est amené effectivement à monter des actions en lien avec les besoins des professionnels tels qu'ils sont exprimés. Merci beaucoup. Je pense que pour les conseillers en entreprise, il y a toutes les études que vous pouvez fournir qu'il faut absorber. Oui, il y a la formation. On a un outil interne aussi, une plateforme avec toutes les ressources, les textes, des capsules vidéo, des outils d'auto-formation, voilà, et qui sont également disponibles pour nos entreprises pour sensibiliser, accompagner. Donc là, vraiment, on a une panoplie de ressources voilà, sur cette plateforme. Et bien évidemment, après, c'est une acculturation. On avait, par exemple, fait aussi intervenir des chargés de mission de Rêve 3, voilà, qui nous ont expliqué un petit peu quel est le projet, comment ça se décline, etc. Donc effectivement, l'enjeu, c'est au-delà de transmettre et de sensibiliser, c'est nous-mêmes de s'acculturer sur ces questions-là. Oui. Donc on voit que ça peut être parfois très technique. Donc là aussi, c'est on dit que c'est souvent enjeu. Le cordonnier le plus mal chaussé, mais oui, c'est ça. Vous êtes le contre-exemple. Oui. Donc voilà. Alors c'est vrai que les petites vidéos, même si c'est des petites vidéos, elles étaient un peu trop longues pour qu'on les diffuse là aujourd'hui dans le cadre de l'atelier, mais vraiment il y a énormément de ressources très très accessibles. Voilà, il y a vraiment à aller voir. Et ce que j'ai aussi omis, c'est qu'il y a 1 an et demi, on a organisé les assises de la transition écologique. C'était ici sur Arras. Hein, là. Donc là aussi, pour donner à voir aussi, c'est finalement des initiatives portées par des entreprises, par les fédérations. Donc on avait pas mal de témoignages. Et puis également nos partenaires, CFA, organismes de formation et institutions partenaires. Donc tout un peu une espèce d'écosystème lié à la transition écologique. Pour les CFA, organismes de formation, moi je retiens par exemple l'intégration de modules de transition écologique, développement durable dans les référentiels. C'était vraiment la question pour sensibiliser. Notamment, il y avait la CMA ici qui avait dans la formation de bouchers qui ont intégré. Tous leurs jeunes, ils ont ce module développement durable qui est maintenant intégré dans le référentiel. Voilà. Donc pourtant, il y a vraiment... Spontanément, si on était sur un métier qui ne changerait pas potentiellement... Voilà. Oui. Mais c'est bien le métier de... Mais les éco-gestes, voilà, tout ce que j'expliquais, au moins du socle. Et ensuite, effectivement, on peut transposer par rapport à la boulangerie, hein, voilà, la logique d'achat, la logique les circuits courts, la qualité, mon commerce, l'énergie, enfin voilà, toutes ces questions-là. Gestion du tri, les déchets, qu'est-ce que j'en fais? Enfin voilà, il y a toutes des questions qui se posent de fait. C'est bien pour montrer que tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Quel que soit, voilà. Quel que soit le métier. Quel que soit les métiers. Du côté Diego-Riante, il y a des choses en cours, des travaux oui, en perspective. 2 grandes choses en 2025, un rapprochement avec France Travail. On va construire des parcours usagers qui vont mixer leurs services et les nôtres. Puis une grande expérimentation nationale avec le RSA qui va mobiliser Diego-Riante. Et puis un service qui va sortir au dernier trimestre qui va concerner tous les lauréats de CMA, la MICMA, sur les métiers d'avenir. Et donc là, on va construire un widget qui va collecter en fait toutes les formations qui ont été financées par France 2030. Avec en face des demandes d'employeurs. Donc ce sera géolocalisé avec des indices de tension et le widget pourra être donc comme une espèce de fenêtre qu'on peut mettre sur un site internet par exemple, par thématique et payé par filière. Merci beaucoup. Merci à tous. Je pense que le temps est peut-être venu de passer la parole à la salle si vous avez des questions ou des témoignages d'ailleurs. Juste pour confirmer le chiffre que j'ai donné tout à l'heure, donc j'ai retrouvé, c'est bien 50 000. Ah bah voilà. Donc c'était la bonne estimation. Mais à l'horizon 2027. Voilà. Ça ira vite. D'avril de cette année. Ça ira très vite, effectivement. Je peux essayer de parler fort. Non, mais je vais vous donner un micro, ça ira. Voilà.
Merci beaucoup de votre témoignage. J'étais très intriguée par ce que disait Monsieur Saoudier sur le fait que les projets de reconversion vers des métiers de la transition écologique n'aboutissaient souvent pas. Et je voulais savoir si vous aviez des éléments d'explication de cela. Et peut-être du coup savoir aussi si dans votre structure ou dans les autres structures qui témoignent ici, la question de l'attractivité des métiers dits de la transition écologique rentre en jeu aussi dans ces projets aboutis ou pas aboutis d'orientation. Merci pour la question. Alors, pour répondre à la première partie de la question, effectivement, ce constat, il est simple, effectivement. Les personnes viennent nous voir, tout simplement, avec un projet ou sans projet. C'est simple, c'est aujourd'hui, je viens, je sais quoi faire, ou je viens, je ne sais pas quoi faire, aidez-moi à changer d'avenir, à me reconvertir ou évoluer professionnellement. Le constat qu'on a fait, il est simple, effectivement, les personnes, quand on leur pose les premières questions, on a un premier rendez-vous qui dure en moyenne 1h30, qui est un état des lieux, dans lequel, effectivement, on définit le besoin de la personne, le besoin du bénéficiaire, et effectivement, et c'est à ce moment-là que, à certains moments, la notion de sens, de quête de sens, effectivement, vient, et il y a des expressions qui viennent, tout simplement, c'est le médico-social, voilà, il y a des expressions comme ça, et la transition écologique, effectivement, fait partie. Il y a l'IA, voilà, il y a certaines expressions comme ça qui interviennent, certaines notions qui interviennent, effectivement, et la transition écologique est intervenue depuis quelques années, enfin, est apparue depuis quelques années, plutôt. Donc à partir de là, effectivement, nous, le conseiller, son job, effectivement, c'est de creuser le sujet avec le bénéficiaire. À partir de là, effectivement, on va travailler les compétences, on va travailler les projets, on va travailler les métiers, on va travailler tout ce qui tourne autour du potentiel projet, effectivement, du salarié. Sauf qu'entre-temps, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des enquêtes métiers. Il va y avoir des périodes d'immersion, les fameuses PMSMP. Il va y avoir certaines choses qui vont confronter en fait le salarié, parce qu'on parle vraiment d'un salarié qui est déjà en poste, à la réalité. Tout simplement, effectivement, aujourd'hui, on parle d'un changement de secteur. Tout simplement, effectivement, quelqu'un qui part sur une reconversion professionnelle va se dire, bah, écoutez, finalement, je dois recommencer à zéro, alors que j'avais gravi des échelons, j'étais déjà à tel niveau. Aujourd'hui, on me demande de recommencer à zéro. Voilà, aujourd'hui, les problèmes, on va dire, de salaire, d'attractivité, vous parliez d'attractivité, font qu'on va perdre du public. Par contre, effectivement, il y a quelque chose qui est intéressant et dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est l'attractivité de la transition écologique dans le même secteur. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui vont venir, effectivement, qui sont dans un secteur, qui veulent évoluer dans leur secteur. Aujourd'hui, je suis dans tel secteur, j'aime mon secteur, tout simplement, je souhaite plus m'investir dans mon secteur, mais en touchant à une notion de transition écologique. Ces personnes-là, aujourd'hui, par contre, ces personnes-là évoluent, effectivement, on arrive à aboutir avec eux, effectivement, à la finalité de leur projet. C'est pour ça qu'effectivement, aujourd'hui, j'ai pas eu le temps d'en parler tout à l'heure, mais on distingue bien, effectivement, les reconversions professionnelles et les évolutions professionnelles. Les reconversions professionnelles, on a souvent un fantasme sur un métier, on va pas se mentir, que ce soit le médico-social, que ce soit effectivement certains métiers, on a un fantasme, on imagine, on idéalise un métier, et effectivement, quand on fait des enquêtes métiers, quand on creuse, on se rend compte de la difficulté du métier, on se rend compte de certaines problématiques. Par contre, pour les personnes qui veulent évoluer dans le secteur d'activité, effectivement, on a une réelle réussite sur ça. On sait les accompagner. Aujourd'hui, on les accompagne par la professionnalisation qui est tout à fait possible et par toutes les données qu'on a, via les OPCO, via les branches, via tout le travail qui est fait en amont. Aujourd'hui, via les organismes de formation, tous les outils qu'on a aujourd'hui nous permettent d'accompagner les bénéficiaires vers effectivement une évolution dans leur secteur, tout simplement. Et Denis, je t'ai vu, je ne sais pas si tu voulais réagir aussi, mais voilà, tout simplement pour répondre à ces deux aspects qui sont vraiment distincts. On parle bien de reconversion professionnelle et d'évolution professionnelle. Et malheureusement, effectivement, tout à l'heure j'ai résumé comme ça, mais la reconversion professionnelle aujourd'hui relève souvent d'un fantasme parfois, effectivement, et la réalité. Aujourd'hui, notre job, je vais encore faire le rabat-joie, ça fera 2 fois aujourd'hui. Notre job, c'est simplement, en tant que conseiller en évolution professionnelle, sécuriser le parcours professionnel des salariés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans un métier, notre job, c'est pas vous pousser à démissionner pour vous retrouver sans rien demain. Tout simplement, effectivement, c'est vous confronter à la vraie vie, vous confronter au métier, effectivement, auquel vous aspirez. Tout simplement. C'est bon ? Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres témoignages? Vas-y, Laurent. Merci, j'étais proche du micro, du coup je le prends. Merci à tous les 4 pour le témoignage. Je ne sais pas si je dois poser la question à l'Assemblée, mais je vais le faire quand même. On parle de public adulte finalement, même si Madame Boucabous parle de jeunes, ce sont des jeunes sortis de formation initiale. Et du coup, je me tourne plutôt vers Monsieur Chaumette,
avec qui j'ai commencé à échanger ce matin, mais peut-être va-t-il prolonger son propos, et peut-être aussi Monsieur Jorel, c'est comment on prépare aussi ou comment on accompagne les jeunes sous statut scolaire, en fait, hein, alors par l'intermédiaire des enseignants, enfin des autorités académiques au sens large, justement. Je ne sais pas si je dois dire uniquement au métier de la transition écologique, mais aussi à l'évolution, je vais dire, des actes métiers, ce que vous développiez, Monsieur Jorel, dans les entreprises dites traditionnelles. Voilà, quels sont les liens que vous pouvez avoir déjà, ce qui est mis en œuvre, par exemple, pour nous apporter ou m'apporter un éclairage sur ce qui existe. Merci. Oui, je peux commencer rapidement. Nous, on intervient dans les lycées pro avec la même méthode qu'on utiliserait avec des gens qui sont scolarisés, déscolarisés. On a futurs apprentis, adultes, sportifs de haut niveau, GIGN, etc. Parce qu'on intervient avec la gendarmerie nationale. C'est-à-dire l'idée de pouvoir laisser à la personne de construire un choix d'orientation. Et ce qu'on a constaté dans les lycées pro, c'est que les enseignants sont très au fait des transitions. Donc, ils actualisent les interventions, surtout au sortir des PMFMP. Alors, donc, pas des PMSMP, mais c'est les périodes d'immersion 3 à 4 fois par an pour les lycées pro. Et ces situations-là font l'objet, dans le cadre de notre doctrine, ce que je disais au tout départ, c'est dans l'expérience accompagnée, c'est toujours prendre une situation, un contexte qu'on va décortiquer. Nous, on apporte une grammaire pour apporter une grille de lecture des expériences en termes de compétences, et puis donner à voir après dans des liens avec des futurs métiers. Donc, dans les lycées pro, c'est notre seule intervention, en fait, et qui vient combiner des choses qui sont déjà présentes, actualisées, très au fait, faites par les enseignants. Voilà, pour rebondir, alors nous, on a deux démarches. Une démarche plutôt numérique, à distance, à travers une plateforme qui s'appelle Bouge ton avenir, accessible sur Internet tout simplement. On a travaillé avec nos branches professionnelles. Là aussi, présentation des métiers, capsules vidéo, métiers porteurs, etc. Donc là, c'est accessible à tous les jeunes qui le souhaitent et on en fait la promotion, en partenariat aussi avec les missions locales. Et puis en deuxième action, c'est l'action de proximité de nos conseillers, à peu près sur un peu moins de 100 événements par an, de proximité en lien avec une agglo, un territoire, une branche professionnelle. On est aussi très en lien avec Proche Orientation. Cette année, on a fait, par exemple, sur des territoires et sur des particularités de branche, les marailleurs sur le Boulonnais, où on fait de l'information auprès des collégiens avec la branche et les professionnels. Et dans le domaine de la maintenance de matériel, également, machinisme, là c'était sur Pével-Carambeau, avec des collèges où on est, pendant 2 jours, on a fait des interventions en lien avec les équipes de Proche Orientation, les professionnels toujours, et on intègre également... Voilà, on infuse tout doucement la transition écologique, on évoque le sujet avec les jeunes, etc., qui sont d'ailleurs très sensibles à ces questions-là. La semaine dernière, on a fait une rencontre avec nos fédérations professionnelles et ils sont occupés de revoir leur mode aussi. Les entreprises, quand elles recrutent, sont obligées d'expliquer le sens de l'entreprise, qu'elles font en termes de RSE, qu'est-ce qu'elles font, ce que les jeunes veulent savoir. On a presque, certaines fédérations parlé d'entretien inversé. C'est-à-dire qu'on n'est plus là, voilà les objectifs, voilà comment vous devez faire. C'est le jeune qui pose, qui arrive avec ses questions et ses attentes. Et on parlait de séduire aussi ces jeunes. Et la place de la transition, le sens que veut avoir le jeune dans l'entreprise et dans la société, c'est très important. Ça, c'est les Dixit, mais fédérations professionnelles. Tout à fait. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, par exemple, des vendeurs qui doivent faire la promotion. C'est quoi l'impact? Il faut communiquer, c'est différenciant. On en a parlé pendant le Covid, évidemment, mais aujourd'hui, plus que jamais, je crois que c'est un élément différenciant. C'est sûrement sous opportunité pour nos entreprises de s'engager sur ces questions-là et de communiquer sur ces questions-là. Je m'incruse dans la réponse, je suis désolé. Parce que vous avez touché une notion assez importante, c'est l'âge. Effectivement, on a parlé des jeunes. Pour parler de manière nationale, effectivement, pour la reconversion pro, pour le dispositif CEP, effectivement, en l'occurrence, c'est plus de 300 000 personnes en 2024 qui sont accompagnées, moyenne d'âge 34 ans et demi. C'est très jeune, on ne va pas se mentir, c'est très très jeune.
Et il y a aussi une notion, il y a une population qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est les seniors. Effectivement, aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir effectivement qu'il y a quelques réformes qui ont été faites, qui sont en cours, voilà. Et nous, il y a une notion effectivement qui est importante pour nous et qu'on travaille depuis quelques temps, c'est l'employabilité tout au long de sa carrière. Effectivement, donc c'est-à-dire que quelle que soit sa carrière, effectivement, quel que soit son âge, on doit donner effectivement une attractivité sur certains postes, sur certains métiers. Voilà, on a souvent tendance effectivement à se concentrer sur les jeunes, et tant mieux. Ils sont l'avenir du pays. Mais voilà, effectivement, on n'oublie pas les seniors non plus, parce qu'effectivement, les seniors, on a une employabilité qui est nécessaire tout au long de sa carrière. Et voilà, et c'est pas parce qu'on a plus de 35 ans qu'on n'a pas le droit de se pencher sur une reconversion ou une évolution professionnelle vers des aspérités qu'on n'avait pas du tout avant. Et c'est quelque chose qui est important à préciser, tout simplement. On n'est pas senior à plus de 35 ans. Non, du tout. Non, mais personne n'a plus de 35 ans dans cette salle, de toute façon. Oui. Oui, alors en complément, donc évidemment, nous aussi, on s'intéresse aux seniors, puisque dans le réseau RFI, il y a les plis. Et donc, les plis, c'est plutôt les adultes. Mais pour revenir à la question concernant les scolaires, donc nous aussi, on intervient aux côtés de France Travail, où on s'est partagé les lycées professionnels pour accompagner les lycéens de dernière année, donc de bac pro et de CAP, au travers de 4 ateliers pour anticiper effectivement l'articulation avec le monde du travail pour ceux qui souhaitent ne pas continuer leurs études mais embrayer sur une activité professionnelle. Donc avec des présentations qui sont structurées autour de 4 ateliers, dont l'un concerne les métiers de mon environnement sur mon territoire. Quels sont les métiers, quels sont les secteurs d'activité? Et donc là, nous, on va raccrocher avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ce que font les conseillers des missions locales en termes de connaissance de l'ensemble de ce secteur, des filières vertes, des métiers qui évoluent effectivement et qui verdissent. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur le bouton j'aime ou laissez-nous un commentaire. Et pour ne rien manquer des actualités du C2RP, suivez-nous sur LinkedIn.